Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence Serbaille, militante écologiste de longue date, ancienne journaliste et archéologue, et conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes pour le groupe Les Écologistes. Bonjour Florence Serbaille. Bonjour. Peut-être pouvez-vous vous présenter en quelques mots, brièvement, votre parcours, comment vous en êtes arrivée à devenir conseillère régionale peut-être ? Oui, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste, j'ai travaillé pour différents médias, en radio, en presse écrite, en télévision. Après, j'ai décidé de travailler sur le ver archéologique, qui est aussi ma passion, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je suis, parallèlement à cela, militante écologiste. Je dirais que je vote écologiste depuis que j'ai 18 ans, mais je n'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts qui a 13 ans environ, ou un petit peu plus. Comme beaucoup de militants politiques, j'ai fait beaucoup d'élections municipales, départementales, régionales. Alors la plupart du temps, quand on est militant écologiste, on perd beaucoup d'élections, et puis il arrive qu'on puisse parfois être élu, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été élue en 2017 ou 2019 pour la première fois, et réélue lors des dernières élections régionales. Et donc, au vu de vos disons, deux types d'engagement, le militantisme et l'engagement politique, quel regard vous posez sur les deux ? Est-ce que, pour vous, c'est une nécessité de s'engager en politique pour défendre l'environnement ? Moi, il me semble effectivement que l'engagement militant, en tant que militant associatif, c'est un engagement qui est hyper utile aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que très souvent, c'est un petit peu le dernier recours. Quand il y a des projets inutiles, quand il y a des projets climaticides ou qui détruisent la biodiversité, on n'a que les militants écologistes qui sont prêts à aller sur le terrain, ou même à aller sur le terrain juridique qui vont nous aider à empêcher ça. Mais pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'engagement. Il me semble que l'engagement politique est aussi essentiel parce qu'en fait, il permet de changer les choses dans les institutions, et il permet de se dire que peut-être un jour, on va pouvoir arrêter de combattre, mais on va réussir à construire dans les institutions, construire une autre société, une société qui permette aux humains de protéger le vivant, et protéger les autres humains, enfin, essayer de rentrer dans une société un petit peu plus harmonieuse. C'est le projet de l'écologie politique. Et c'est pour ça que moi, je suis une militante politique. J'ai aussi milité dans des associations antinucléaires. J'essaye de soutenir les associations qui militent sur le terrain. Mais moi, j'ai choisi la lutte politique pour essayer de changer les choses pour l'environnement, mais pas que. Et au sein de cet engagement politique, vous appartenez à un parti qui a fait de l'écologie son fer de lance. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que l'écologie ne devrait pas être l'apanage d'un seul parti, devrait être en fait un sujet transpartisan, donc pas affilié à un parti ou à un autre, au même titre que par exemple la santé, la sécurité, l'éducation ? Alors, je souriais un peu quand vous dites que, oui, certaines personnes pensent que l'écologie, ça doit être, au sein de toutes les politiques. Le problème, c'est que beaucoup le disent dans beaucoup de partis politiques, mais en vérité, personne ne le fait. Donc, on peut continuer à dire comme ça, ça sert à rien d'avoir uniquement un parti qui fait de l'écologie, parce qu'en fait, l'écologie, tout le monde peut en faire, et tout le monde devrait en faire. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les politiques de droite, elles sont très, très dures. Envers l'environnement, la biodiversité. Ils sont pour l'artificialisation des sols. On a beaucoup de mal à leur expliquer qu'il va falloir absolument sortir du tout-voiture, par exemple, si on veut donner une chance aux générations futures d'avoir un climat un petit peu moins catastrophique que ce qui nous attend. Et c'est ça la différence majeure avec l'écologie politique. Oui, moi je suis dans un groupe qui s'appelle Les Écologistes. On est ancré dans l'écologie politique. Et l'écologie politique, c'est un système politique
qui dit qu'en fait, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de société, il faut qu'on soit capable de mettre l'humain et le non-humain au centre d'une relation équilibrée. Arrêter d'exploiter les hommes et la nature et réussir à trouver une relation bienveillante. C'est réellement novateur. Moi, il me semble que l'écologie politique est réellement l'idéologie politique nouvelle du XXIe siècle. Donc pour vous, il y a quand même eu un changement au sein du monde politique vis-à-vis de ce sujet qu'est l'écologie ? Alors, je vais vous dire qu'il y a une évolution. Après, est-ce qu'elle va vraiment dans le bon sens ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, du coup, ça fait environ 6 ans que je suis élue. Et effectivement, il y a 5 ans, quand en assemblée plénière au Conseil régional, on parlait de la crise climatique, des dangers d'effondrement qui pouvaient être liés à la crise climatique, tout le monde ricanait. Certains disaient même, non, en fait, la crise climatique, elle n'existe pas, notamment dans les rangs du RN, des gens qui nous expliquaient, des climato-sceptiques évidents, qui nous expliquaient que le changement climatique n'existait pas, ou s'il existait, qu'il n'était pas le fait des hommes. Aujourd'hui, on n'entend plus ça dans l'Assemblée régionale. Donc ça veut dire que à 3-4 ans de différence, on n'entend plus ce discours-là. Pour autant, les politiques sont les mêmes. On n'investit toujours pas pour préserver la biodiversité, encore moins, je dirais. On n'investit toujours pas pour changer les modes de transport, parce qu'à la région, c'est ça qu'on pourrait faire, se dire, voilà, on va mettre de l'argent sur les trains, sur les TER, pour permettre à tous de se déplacer avec des transports non carbonés. Mais ça, on ne le fait pas. Alors oui, effectivement, on en parle différemment, mais ça change peu. Alors après, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? On a quand même eu des écologistes qui ont été élus dans des municipalités importantes. Je pense à Grenoble et Lyon, et on voit que là-bas, ils commencent à travailler, ils commencent à faire des choses. Mais même dans une collectivité locale, ça prend du temps. Mais on voit qu'ils arrivent à tisser quelque chose d'intéressant. Pour autant, à un moment, il va falloir accélérer. On est face à des crises majeures en termes de biodiversité et de climat. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui, c'est vrai que c'est très très grave. Mais par contre, quand il faut vraiment soit mettre l'argent, soit mettre des règles qui sont restrictives, rien ne se passe. Alors, vous parlez de climato-scepticisme. Il y a encore des gens qui considèrent que l'écologie politique, que le fait que le climat se transforme, que la biodiversité s'effondre, que la Terre globalement se réchauffe, que tout ça appartient au domaine de l'opinion. Que c'est simplement des idées et qu'on peut leur opposer d'autres opinions. Donc, sans faire grand cas des très nombreux rapports scientifiques, très détaillés, très travaillés, comme si c'était finalement une croyance, presque une mode. Moi, il me semble qu'on est dans une ère de post-vérité. On constate que la parole scientifique est de moins en moins écoutée ou entendue. Et on a l'impression que il n'y a plus de vérité scientifique, mais que chacun aurait sa vérité. C'est ce qui va... alors pourquoi ? Sans doute aussi parce qu'on a la possibilité... chacun a la possibilité de diffuser sa propre information sur les réseaux sociaux, et on va se retrouver avec différentes vérités qui circulent sur les réseaux sociaux. Parce que des négationnistes climatiques sur les réseaux sociaux, on en voit encore beaucoup. Et on voit des gens, en fait, qui expriment des opinions, qui sont vraiment des opinions, mais qui les présentent comme leur vérité, qui aurait autant de poids qu'une vérité scientifique, que les rapports du GIEC. Et quand je parle d'ère de post-vérité, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a plus de vérité partagée par tout le monde. Et en fait, dans une société où il n'y a plus de vérité partagée par tout le monde, c'est très difficile de faire société ensemble. On est face à quelque chose d'énorme et chacun est dans son coin en se disant « bah non, mais la vérité c'est ça ». Alors on va jusqu'à entendre des trucs complètement fous, la Terre serait plate ou la Terre serait creuse. Et en fait, c'est possible aujourd'hui de dire sur les réseaux sociaux que la Terre est plate ou que la Terre est creuse, et ça ne pose de problème à quasiment personne. Et moi, il me semble que ça a commencé avec le Covid et avec les mensonges répétés des gouvernements. C'est-à-dire, d'abord, on a dit « bah non, le Covid, jamais il arrivera en France ». Ah ben si le Covid, il arrive en France. Ah ben non, le Covid, ça sert à rien de porter des masques. De toute façon, on ne sait pas porter un masque. Regardez, moi, je ne saurais pas en porter. Et puis juste après, mais enfin, c'est quand même pas compliqué de porter des masques. Donc en fait, les gens, ils se sont dit, ah bah, si on peut dire une chose et son contraire, c'est finalement que la vérité n'existe pas. Alors qu'il y avait une vérité scientifique partagée à ce moment-là. C'est juste que les gouvernements n'étaient pas préparés et n'étaient pas capables de tenir un discours concret et cohérent. Et le fait, à partir du moment où les gouvernements mentent, doucement, les citoyens se désengagent de la politique et de la chose publique. Ils se disent, bah, finalement, si eux mentent, s'il n'y a pas de vérité scientifique ou partagée, est-ce que ça vaut encore le coup de croire à qui que ce soit ? Et on observe un désengagement
dans la sphère politique. Et chacun, en fait, qui va de ses trucs. En fait, chacun va essayer de faire son chemin dans un climat social qui est compliqué. Parce que, en fait, tout le monde se rend compte qu'il y a des sécheresses, tout le monde se rend compte qu'il y a plus de neige en hiver. Et ça crée, je pense, pour tous, une certaine angoisse. Mais de là à passer, à se dire, bah oui, mais c'est peut-être parce qu'on va trop se déplacer en voiture, c'est peut-être parce qu'on achète trop de choses à l'autre bout du monde. Alors, il y a une partie des gens qui se disent « Ah ben oui, c'est vrai, donc je vais faire ces gestes individuels. » Mais en fait, ces gestes individuels, ils ne vont pas suffire non plus. On a un besoin de prise en compte collectif, d'actes très politiques là-dessus, et au niveau français, européen, au niveau mondial. Et ça ne vient pas. Du coup, les gens, à partir du moment où il y a tout un discours qui dit « Oui, on est face à une crise climatique, on est face à un effondrement de la biodiversité, mais qu'il n'y a rien qui vient », en fait, ils ne sont plus concernés. Et on les comprend. Et vis-à-vis du monde militant, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution aussi ces derniers temps ? On entend beaucoup dire, par exemple, que les militants écolos se radicaliseraient. Est-ce que pour vous, ça a du sens de dire ça ? Alors moi, j'ai pas l'impression que les militants écologistes se radicalisent, en vérité. Ce que je vois, c'est surtout des militants qui, dans leur grande majorité, sont non violents. Dans leur grande majorité, passent énormément d'heures pour le bien commun. Que ce soit des militants qui vont militer pour la biodiversité, qui vont faire des recours juridiques, qui vont faire des souscriptions pour réussir à faire justement ces recours juridiques, des militants qui vont aller occuper des terrains dans des ZAD pour empêcher des constructions nocives pour l'environnement, souvent des grands projets inutiles qui ne vont engraisser finalement que les vendeurs de béton. Du coup, moi, je ne les trouve pas particulièrement radicaux. Ou des militants qui vont publier des vidéos d'élevage intensif. Voilà, c'est des gens qui cherchent à informer. Alors, les informations qui sont données ne plaisent pas à tout le monde, mais généralement, c'est de l'information et pas de la désinformation. Non, moi, je pense qu'en fait, que face aux catastrophes qu'on vit, le militantisme, il est nécessaire. Et si on n'avait pas des militants sur le terrain, il y a énormément de projets nocifs et de grands projets inutiles qui verraient le jour. Et voilà, il me semble au contraire qu'on a besoin d'eux et qu'on est obligé de travailler ensemble, c'est-à-dire nous en tant qu'élus dans les institutions, eux pour freiner les pires projets qu'on n'arrive pas à freiner dans les institutions, qu'on n'arrive pas à freiner juridiquement. Et après, au bout d'un moment, on a vu ça à Notre-Dame-des-Landes. Heureusement qu'il y a eu des gens sur la ZAD, heureusement qu'il y a eu des militants qui ont dit pendant des années, en fait, cet aéroport, c'est une mauvaise chose, on est sur une zone humide, il faut arrêter, ça va coûter énormément d'argent public. Et heureusement qu'ils ont été là pendant des années pour tenir la ZAD et pour qu'à côté, il y ait des recours juridiques, pour qu'à côté, il y ait des contre-études qui soient faites, des études environnementales, jusqu'à ce qu'on se dise, ah ben oui, effectivement, en fait, tout cet argent public, on ne va pas l'investir. Donc le terme d'éco-terroriste, qui a été employé notamment par un ministre de l'Intérieur qu'on ne citera pas, pour vous, il a pas de sens ? Non seulement ça n'a pas de sens, mais je trouve que c'est vraiment déplorable et dangereux d'utiliser ce genre de terme. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, on a besoin de rigueur dans la parole politique. Et quand on n'a pas de rigueur dans la parole politique, les gens se détournent de la politique. Et en fait, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. À Sainte-Soline, il y a des militants qui sont venus pour empêcher la construction de méga-bassines, des gens qui se sont mis en danger juridiquement et physiquement. On l'a vu. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'à ce moment donné, en fait, il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter ce projet. Il y a besoin de stopper ce projet. Et après, et en même temps, on fait des recours, on travaille sur les enquêtes environnementales, etc. Mais en fait, utiliser le mot terroriste alors qu'on a affaire à des résistants, c'est quand même véritablement problématique. Oui, c'est un peu toujours la même dichotomie. Les résistants pour les uns, c'est souvent les terroristes pour d'autres. Mais effectivement, comparer des militants qui s'en prennent au pire à des biens, les comparer avec donc des milices armées qui tuent des civils innocents par paquet de 10, il y a effectivement un sacré manque de rigueur, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Aux gens qui nous écoutent et qui militent, je leur dis continuez à militer parce que c'est essentiel. On a besoin de vous sur le terrain, qui militent dans les associations. À ceux qui militent dans les partis politiques, je leur dis oui, on a aussi besoin de gens qui sont là pour convaincre les citoyens de voter, qu'une autre voie est possible et qu'on peut changer la société avec des idées politiques et que les idées c'est important. De continuer et même quand on a l'impression qu'on gagnera jamais.
Même quand on a l'impression qu'après une méga bassine, on va nous construire un réacteur nucléaire et qu'après un réacteur nucléaire, on va encore trouver autre chose. Heureusement qu'ils sont là, heureusement que les militants politiques ou associatifs écologistes sont là pour empêcher une méga basilique à Saint-Pierre-le-Colombier, pour empêcher une nouvelle autoroute dans un endroit où on n'en a absolument pas besoin. Pour l'instant, on a l'impression que c'est pas suffisant et que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en même temps, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut espérer avoir une planète un peu plus vivable, on est quelque part obligé de continuer à militer pour nos idées, même si c'est pas toujours facile. Donc soyez rigoureux, engagez-vous dans une association et allez voter. Merci beaucoup Florence Serbaille pour cet entretien et merci beaucoup aussi à celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis à bientôt pour une nouvelle chronique du Hérisson.